Bonjour à tous, bonjour Madame la Première ministre. À Bonjour. 16 heures, l'Assemblée nationale examine le texte sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous n'êtes plus Première ministre, vous êtes députée. Est-ce que vous voterez pour ce texte? Alors bien sûr, je voterai pour ce texte qui répond à un engagement fort du président de la République d'interdire les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans pour la prochaine rentrée. 15 ans, c'est bien. C'est l'âge qui a été proposé par les experts qui se sont penchés sur le sujet. Et vous savez, moi, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai pu voir à quel point les jeunes peuvent être en souffrance psychologique et ces réseaux sociaux qui vous enferment dans des algorithmes où vous pouvez être sur des thèses masculinistes, où on incite au suicide, où on encourage l'anorexie chez les jeunes filles, c'est absolument terrible. Et donc je pense qu'il faut absolument qu'on protège les jeunes de l'influence de ces réseaux sociaux. Et c'est ce que ce texte Mais vous l'avez dit, peut c'est permettre terrible. de Donc, faire. 15 ans, à 15 ans et 2 jours, on aura accès à ce genre de choses. Donc. Je pense qu'il y a en même temps une éducation aux médias et à l'information qui est proposée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc il faut apprendre à avoir du recul par rapport à ces réseaux sociaux. Mais enfin, moi, je l'ai vu, vous savez, cette souffrance psychologique chez les jeunes, ça peut aussi arriver à de la détresse qui met en danger le jeune ou qui met en danger les autres. Moi, j'ai assisté à des drames épouvantables en tant que ministre, par exemple à Nantes, où un jeune a poignardé de 57 coups de couteau une de ses camarades, après avoir découvert les thèses masculinistes sur ces réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on protège la jeunesse de ces influences qui sont terribles. Et interdire les portables au lycée? Alors, moi, je me suis battue déjà pour rendre effective l'interdiction au collège. Je pense qu'au lycée, c'est plus compliqué et qu'il est utile de consulter les jeunes. Comme vous le disiez, quand on arrive au lycée, on est presque un jeune adulte. En tout cas, on est un adulte en devenir. Et je pense que ce sera important d'associer aussi les représentants des lycéens. Est-ce que je dois comprendre que vous êtes réservé sur cette interdiction du portable au lycée? Je pense que c'est plus compliqué, qu'il faut déjà qu'on s'occupe de bien faire appliquer l'interdiction au collège. Donc, vous êtes réservé. Donc, dans la niche Renaissance, comme on dit, il y aura cette loi, il y en aura une autre à la fin, qui vise à lutter contre l'antisémitisme en interdisant, par exemple, en créant un nouveau délit réprimant les appels à la disparition d'un État. Même question, est-ce que vous voterez ce texte? Certains disent on peut être contre l'existence de l'État d'Israël sans pour autant être antisémite. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds que maintenant, on peut le constater, l'antisémitisme, il s'abrite derrière l'antisionisme. Et c'est une forme renouvelée de l'antisémitisme qu'on doit également combattre. Et puis j'ajoute que ce que propose le texte, c'est donc d'interdire tout appel à la destruction d'un État. Ça vaut pour Israël, mais ça vaut aussi pour l'État palestinien qui a été reconnu par la France. Donc quand l'État palestinien existera, s'il existe un jour, nier son existence sera considéré comme un délit. C'est ce que propose ce texte. Donc ça protège d'une certaine manière les deux communautés. Ça protège les deux. Et donc vous le voterez? Oui, absolument. Vous co-signez avec Marc Fesneau une tribune dans Le Monde. Nous devons nous servir de l'état de droit comme d'une force d'action, avez-vous écrit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une alerte face à une double menace, à la fois la brutalisation des relations internationales, et puis une menace aussi, une contestation des principes qui sont à la base de notre démocratie. Et moi, je suis convaincue qu'on peut protéger la France sans s'asseoir sur le droit international et qu'on peut protéger les Français sans remettre en cause notre Constitution. Mais est-ce qu'on peut protéger tout le monde? Par exemple, en Iran, comment fait-on? On apprend ce qui s'est passé, des témoignages horribles avec une répression absolument barbare. Que peut le droit et le droit international face à ça? Alors, l'Iran, ce n'est pas un État de droit. Non. Ce que je dis, c'est qu'en France, on a la chance d'être dans un État de droit qui protège le citoyen, qui s'appuie sur l'égalité de chacun devant la loi, qui protège aussi la séparation des pouvoirs, le respect de la justice. En Iran, on assiste, comme vous le dites, à des drames épouvantables. Et moi, je voudrais saluer le courage de celles et ceux qui se battent pour leur liberté au prix de leur vie. Et
En Iran, ce dont il s'agit maintenant, c'est de durcir et d'élargir les sanctions vis-à-vis de tous ceux qui sont complices de cette barbarie pour que chacun sache qu'il n'y aura pas d'impunité et que, voilà, ils seront sanctionnés. Et par exemple, il faut inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes. La France y refuse jusqu'à présent. Je pense que, vous savez, c'est des processus longs. Donc, en tout cas, il faut soutenir le peuple iranien, il faut durcir les sanctions, les élargir, que chacun ait bien en tête qu'on le retrouvera, qu'il n'y aura pas d'impunité. On voit que cette question est compliquée parce que j'ai vu que vous n'y répondiez pas. Réellement, vous avez dit l'Iran n'est pas un État de droit. Les États-Unis de Donald Trump, c'est un État de droit. Je pense que, vous voyez, ça peut paraître abstrait, l'État de droit, mais on voit que ça peut vite être menacé. Et quand on a des personnes qui sont tuées par la police de l'immigration, on voit ce que ça veut dire de protéger l'État de droit, de protéger les droits des citoyens. Dernière question, vous avez dit ce budget n'est pas défendable dans les médias. Alors, nous sommes un média. J'en déduis que vous n'allez pas le défendre, ce budget. Non, je n'ai pas dit ça exactement. Donc, vous savez, parfois, on vous prête des propos que vous n'avez pas tenus. Moi, je ne me retrouve pas complètement dans ce budget qui revient sur vraiment des engagements forts qu'on a portés. Par exemple, sur la stabilité fiscale pour les entreprises. Et quand on parle de l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe, on doit protéger nos entreprises et nos industries. Je note que dans le même temps, ce budget, il porte une augmentation des moyens de nos armées, de nos forces de sécurité, de la justice. Et ça, c'est important et ça répond à une inquiétude des Français. C'est dans la continuité des lois de programmation qui avaient été votées quand j'étais Première ministre. Et ce budget, il a le mérite d'exister. Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, invitée des 4V. Maya, c'est à vous. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Vivien Fonveille qui a traduit cette interview en langue des signes avec Sophie Charmé en co-interprétation.